Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Sébastien Marx. Salut Seb, comment tu vas? Bien, et toi? Ça va super, merci. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Ah, merci pour l'invitation d'abord. Ah bah, franchement, c'était obligatoire pour moi parce que je le dis aux auditeurs, je te l'avais dit l'autre jour, mais vraiment, c'est ton podcast qui m'a donné l'envie en fait d'en faire un jour. Ça a pris du temps, mais vraiment, c'est ton podcast. Donc voilà quoi, qui m'a inspiré sur le fait de parler avec des humoristes, tout ça. Le concept n'est pas le même forcément parce que toi, c'était des interviews sur le parcours de la personne. Moi, je me Mhm. concentre plus sur les anecdotes, même si de plus en plus, là, on va beaucoup plus profondément dans le podcast. Mais vraiment, je tenais à te dire merci. Je pense que si tu n'avais pas fait ton podcast, donc voilà quoi, et si Dan Gagnon n'avait pas fait son podcast, Dan Gagnon gratuitement, j'aurais peut-être même pas su ce que c'était qu'un podcast en fait. C'est drôle parce que j'ai commencé mon podcast un peu trop tôt pour la France parce que j'ai commencé à le faire en 2012 ou 2013 et chaque fois je disais aux amis français que je faisais un podcast, ils me posaient la question justement, c'est quoi un podcast? Tu vois, donc après, ouais, maintenant c'est très à la mode. Enfin, c'est arrivé en France, mais oui, à l'époque, c'était pas du tout le cas. Ah bah oui, maintenant tout le monde a son podcast et tout. Et d'ailleurs, il y a un nom français pour ça, je crois qu'ils l'utilisent au Québec peut-être, c'est balado-diffusion. Ah oui, je connaissais pas. Moi, je l'ai entendu, 1 ou 2 fois et ça fait bizarre quand même, ça fait vraiment bizarre. C'est comme, tu sais, c'est en fait les gens qui refusent d'utiliser des anglicismes et tout. C'est comme Oui, ceux qui veulent pas dire, spoiler. ouais, Spoiler, tu sais, voilà. Il y a un mot, français qui a été fait, donc par, l'Académie française, si je dis pas de bêtises et c'est le Mhm. verbe divulgacher. Ah oui. Voilà, ils ont fait un hybride entre divulguer et gâcher, Oui, tu vois? d'accord, ok. Ouais, moi j'ai fait un hybride. Je suis sûr que je suis pas le premier de le faire, mais c'est quoi c'était attachant. Ah oui, Attachant ou attachante. Tu vois, oui, quelqu'un voilà, qui oui, est à oui. la fois chiant mais attachant. D'accord, mais ça tu d'accord, OK, parce que moi, je veux dire, je l'ai entendu plusieurs fois et tout. C'était Oui. toi qui en parlais sur scène à la Non, base? non, 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 je pense, justement, je pense pas que j'étais le premier. Je pense que je l'ai entendu, je sais pas si je l'ai entendu ou je l'ai dit une fois et après j'ai entendu quelqu'un d'autre. Ouais, justement, à mon avis, ça a été déjà employé, mais j'adore cette expression, Ah attachant. bah, ouais, ouais, c'est ouais, c'est un truc, bah, il y a Greg Romano qui avait une blague dessus, je crois, sur la fille qui disait: «Ouais, je suis attachante» Ah, ok. et Donc, ok, donc et c'est dans le courage courant. Ok, c'est très bien. ah non, mais on connaît le terme et tout et puis même si tu le connais pas, en vrai, tu comprends ce que ça veut dire, tu vois? Oui, Tu oui, tout de comprends, suite. voilà, c'est attachant et chiant et je crois que Greg, faisait la blague en gros qu'il disait à la fille: «Bah non, tu es juste chiante en fait, quoi». Enfin voilà. Bon, en Très tout drôle. cas, on ne va pas, dans cette balado-diffusion, on ne va pas divulgacher, des informations, capitales. On va juste parler de tes anecdotes parce que je pense que tu en avais, quelques-unes à nous raconter. Bon, je suis en France depuis maintenant quoi 15 ans et donc j'ai commencé le stand-up après pas longtemps après mon arrivée et donc je vais raconter une des premières fois que je suis monté sur scène en France, du coup en français. C'était quand j'étais toujours à Toulouse parce que j'ai vécu de nombreuses années à Toulouse. Il faut savoir que Toulouse en anglais veut dire perdre. Donc c'était comme un peu malheureux comme choix de ville, même si c'est une très jolie ville. Et donc voilà, je vais raconter la fois où j'ai bien perdu sur scène. Donc voilà, c'était la première fois que je suis monté en français et mon niveau de français était moins bien qu'aujourd'hui. Donc imagine. Déjà. Oh! Non, non, je t'assure, moi je t'ai vu, tu vois, ça fait plusieurs années que je t'écoute et que je te vois sur scène et tout et vraiment ton niveau de français aujourd'hui, il est vraiment très, très bon et à l'époque déjà ça franchement ça allait. Mais je veux bien croire que tes premiers mois ici, tes premières années, ça a dû être plus compliqué mais franchement ça va, hein, quand on parle avec toi, c'est au contraire ça fait tu sais, j'ai l'impression d'être parti aux States, sans visa, tu vois ce que je veux dire? C'est Et moi, ouais, pratique, tu vois? c'est moins cher de voir mon spectacle d'aller aux États-Unis, ça c'est sûr. Et on s'éclate autant qu'à New York, donc vraiment, pas de souci. Et donc oui, donc c'était Et ta donc, ouais, première fois sur scène, ouais?
Ouais, donc je faisais une première partie d'une humoriste. Je sais même plus si elle fait encore des One Woman Show. Et justement, j'ai préparé un passage de 15 minutes, des blagues que j'ai écrites à la base en anglais et que j'ai traduit grâce à l'aide de mon ex-femme en Ah, français. Donc, uhum. c'est-à-dire que la moitié des mots que je disais sur scène, je connaissais pas. Je les ai appris oralement, tu vois, juste comme si phonétiquement, quoi, tu vois. Donc, Oui, en gros, c'était Google Traduction sur scène, quoi. voilà. Et donc, sûrement, c'était bien écrit, mais dans ma bouche, c'était peut-être trop écrit pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que ça Uhum. reste assez oral, tu vois. Et donc, du coup, moi, j'ai appris ce texte comme un enfant de 6 ans qui apprend un poème, quoi. Tu vois, Oui, c'est vraiment juste. ouais, Donc, j'ai récité ça, tu ouais, vois, il y a, sans émotion. Je l'ai trop cérébral, je l'ai trop dans ma tête. mhm. Ouais, c'est ça, Euh, il y avait pas d'âme, en fait. Il y avait pas il n'y d'âme avait dans le pas texte. d'âme. Eh Et ouais. quand tu comprends même pas la moitié des mots que tu dis, tu peux pas donner ton âme, tu vois. D'accord. Et donc, et en plus, donc c'était dans un petit café-théâtre. Et quand j'ai fait cette première partie, il y avait 10 personnes dans la salle. Donc, c'était un dîner-spectacle, tu vois. Donc, ça veut dire qu'il y avait 8 ou 10 personnes à la même table. Donc, c'était un groupe, Mhm. uniquement un groupe de 10 personnes qui mangeaient tous ensemble devant moi. Donc, j'avais l'impression de faire comme si j'étais invité chez eux, quoi, tu vois. Donc, c'était très intime, on va dire. Mhm. Et je suis juste en général contre le dîner spectacle en général parce que tu peux pas, littéralement, tu peux pas manger et rire en même temps. Ouais, Tu ouais. vois, Ouais. même c'est dangereux. Il faut pas, tu vois. C'est dangereux pour ta santé de manger et rire en même temps. Donc, D'ac- je trouve que c'est jamais une bonne idée d'avoir vraiment un grand repas devant un spectacle humoristique. J'ai l'impression qu'il faut soit l'un, soit l'autre. Ou alors, il faut jouer avant ou après le repas, mais pas pendant, oui, c'est sûr. C'est ça. Oui, en tant qu'apéritif ou pendant que les gens boivent ou oui, entre le plat et le dessert à la limite. Mais littéralement, quand tu entends le clink-clank des fourchettes et même le serveur qui passe pour enlever les assiettes. Maintenant, on va vous servir un coffee de canard, tu vois. C'est allô, je suis là, sur scène. Mais quelque part, Sébastien, dis-moi, si tu vois quelqu'un qui mange et il t'écoute et tu es tellement drôle, tu es tellement efficace que la personne, elle s'étouffe et elle meurt. Est-ce que Ça, c'est un c'est grand réussite. voilà, c'est là que je voulais en venir. C'est exactement ça. Voilà et est-ce que tu as eu quelques, comment dire, au moins des demi-réussites, genre des gens qui ont failli y passer? Non, ouais, j'ai eu des gens, oui, qui rigolaient beaucoup, mais j'ai pas joué assez devant des gens qui mangeaient pour vraiment être mortel littéralement sur scène. Euh, D'accord et du coup, quand tu reprendras la scène, tu vas jouer dans quel restaurant? ah, bah déjà les restaurants sont pas ouverts non plus, donc même Ah bah, problématique. quand on reprendra la scène, j'espère qu'ils seront rouverts. Attends, on a Ouais, c'est ouais, c'est j'espère. c'est un pack, tu vois? Tu vas jouer quelque part et puis après quand tu sors, tu vas manger ou je sais pas ou, il y a des scènes stand-up aussi dans les restos, tout ça, mais bon. Écoute, franchement, moi je te verrais bien, reprendre le stand-up dans ce même restaurant, tu vois? Et que les gens te voient et qu'ils te disent: mais maintenant c'est bon! L'autre fois c'était compliqué, mais maintenant c'est tellement bon» et là, toi, tu leur diras juste pour le délire, tu leur diras: «Ouais, c'est parce que j'ai divorcé». Tu vois? Tu sais, tu vas tout mettre sur le dos de ton ex-femme. Parce qu'en Ouais, ouais, plus, mais déjà je fais si ça ça se déjà. trouve, ah mais attends, mais si ça se trouve, elle t'a donné des mots qui étaient pas les bons, tu vois? Peut-être qu'elle Oui, c'est sentait vrai. déjà la fin, mais elle sentait peut-être déjà la fin de la relation et elle était en train de te torpiller ton passage. Ouais, ouais, c'est possible, j'ai pas pensé à ça, effectivement, parce que j'ai pas relu ce que j'ai raconté sur scène, donc il s'avère que justement c'était n'importe quoi. Et j'avoue, mais pour être juste avec mon ex-femme, c'était tentant, tu vois, de vraiment dire n'importe quoi. J'avoue que si par exemple quelqu'un me demandait, ah ouais, est-ce que tu peux traduire mon sketch en anglais, je serais très très tenté de dire n'importe quoi. J'avoue, c'est. Ah bah oui, mais bon, en tout cas, quelque part, tu sais, moi j'avais entendu du coup que tu étais avec elle, que tu étais allé à Toulouse, tout ça, puis qu'après, bon, bah, ça avait pas marché. Mais Oui. moi, je pense que tous ceux qui te connaissent et qui aiment ton travail comme moi, franchement, on lui en veut même pas parce que grâce à elle, tu es là, tu vois?
est-ce que tu penses, bah tiens, ça c'est une question, bah, tu vois, que je me suis posée. Est-ce que tu penses que si tu l'avais pas rencontrée elle, tu aurais quand même fini en France au final ou pas? Non, je pense pas que j'aurais fini en France. Peut-être dans un autre pays parce que j'avais toujours un peu l'envie de voyager. Donc, je sais pas si ça sera en dehors des États-Unis, mais je pense pas que je serai encore à New York aujourd'hui. Peut-être côte ouest des États-Unis ou peut-être un autre pays dans le monde, pas forcément la France. Mais donc, c'était pas forcément, je n'étais pas amoureux de la France avant de venir. Ici, je D'accord. connaissais très peu. Je parlais pas la langue, tu vois. Moi, j'aimais quelques films, j'aime le fromage, tu vois, mais au-delà de ça, j'étais pas quelqu'un. Il y a plein d'Américains qui disent, ouais, j'adore la France, j'ai tellement envie d'y vivre. Moi, Non, c'était pas comme ils ça. aiment la carte postale. Ils aiment la carte postale qu'ils voient, tu vois, Exactement. L'Amélie sur, Poulain. voilà, Amélie Poulain, exactement. Genre la carte postale qu'ils voient un peu à la télé et tout. Mais quand ils Oui. arrivent, tu sais, il y a le syndrome de Paris au Japon. Tu connais ou pas? Ouais, ouais, ouais. Ils Voilà. sont tellement Donc pour les choqués par Paris, Ouais, mais c'est la ça. réalité de C'est Paris. c'est Voilà, pour ceux qui ont pas entendu parler de ça, donc c'est en fait, une espèce de maladie, de dépression que font les Japonais. Parce qu'en fait, les Japonais, vraiment, ils économisent parfois, des années et des années pour pouvoir venir à Paris, et venir à Paris, c'est vraiment une consécration pour eux. Sauf que, voilà, ils s'attendent à voir, vraiment des belles choses et tout, tu vois? Le Paris qu'on leur a vendu, en fait. Et quand Ouais. ils arrivent et qu'ils voient, vraiment la vraie misère et les côtés négatifs de Paris, ben, ils en font une dépression et ils ont appelé ça le syndrome de Paris. C'est quand même incroyable, hein? C'est incroyable. Et je pense que c'est aussi une question de saleté, parce que je pense que je suis jamais allé au Japon, mais j'ai entendu que c'est très propre. Et je Hein, hein. pense qu'ils débarquent à Paris et ils voient justement le crotte de chien, tu vois, juste l'ordure en général qu'on trouve dans Je la suis rue. je Euh, suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi, Sébastien. À Paris, les rats se lavent les mains. Je l'ai vu dans Ratatouille, d'accord? S'il te plaît, pas de mauvaise foi. ouais, c'est vrai que au moins les rats parlent ici. C'est déjà pas mal. Les Eh ben Japonais tiens, peuvent pas dire la même ouais, chose. ouais, mais ouais, ouais, bah, on comprend pas, tu vois? Nos langages respectifs, on les comprend pas. C'est pour ça, peut-être que les rats, en fait, ils considèrent que c'est nous qui salissons Paris. Ouais, ouais, c'est possible. Et ils Tu sais, ça n'auront pas forcément ça se tort. Bah, oui, oui, Ouais. ah, bah, oui, là clairement, moi j'ai vu des spécimens, hein. Tu sais, ça se trouve entre rats quand ils se rencontrent, ils sont là genre: «Tu as vu, j'ai croisé un humain aujourd'hui». Tu sais, nous on dit: «J'ai vu un rat» comme un truc dégueulasse, et eux ils disent la même Ouais. chose peut-être sur nous, hein. Surtout Allez. quand ils voient un Français pisser dans la rue, c'est sûr que Ouais, ouais, là c'est sûr que ouais, malheureusement il y en a plein et c'est dégueulasse, tu vois? Moi je suis à Bordeaux, il y en a moins, mais c'est toujours dégueulasse, quoi. Enfin bref. Et ouais, ouais, au niveau de New York, j'allais te demander, est-ce que tu penses qu'il y a une espèce de syndrome de New York aussi? sûrement. Mais parce que j'ai envie de dire que New York est encore plus sale que Paris, hein. C'est vraiment c'est une ville très très crade. Et mais je pense qu'il y a un côté grandeur de New York Mmh. qui fait que tu peux. Je connais vraiment. Je pense que je connais personne qui est allé à New York et était complètement déçu. Il y a plein de gens qui ont dit oui, j'aimerais pas y vivre. Ça, j'entends Mmh. très bien. C'est vraiment stressant comme ville. Mais je connais vraiment. Je pense que je connais personne qui a dit ouais, je suis allé, ça m'a rien fait. Ça fait quelque chose New York. Tu vois, ça. Et donc, je sais pas s'il y a un syndrome de gens qui étaient déçus par New York. Ils vont trouver ça bruyant, crade, Mmh. mais j'ai l'impression qu'on monte pas sur ça avant d'arriver à New York. On sait que c'est bruyant, on sait que ça bouge. Tandis que Paris, de l'extérieur, on dirait vraiment que c'est monde de rêve romantique et effectivement la réalité. Ouais, il y a bien sûr un côté, une partie de Paris qui est comme ça, mais ça reste une partie. C'est pas toute la ville comme ça, quoi. Non, non, bien sûr. Mais c'est vrai, tu vois, c'est ce que je me disais aussi. Dans les films, New York est présenté comme étant une ville quand même dangereuse. Oui. Tu sais, j'ai toujours l'image, tu vois, des bouches d'égout qui fument, tu sais? Oui, oui, ouais, ça, bon, ça c'est vrai, il y a encore ça. Totalement, totalement. Tu vois, genre les bouches d'égout qui fument, tu vois Ouais. des taxis jaunes, toutes les 2 secondes, on te montre, genre, Harlem, le Bronx et tout, tu vois? Donc j'ai l'impression qu'en fait, ouais, comme tu as dit, vous mentez pas, quoi. Oui, on monte Vous pas sur la marchandise. Tu vois, quand Voilà. tu arrives, tu serais plutôt agréablement surpris. En fait, plein de gens disent que les New-Yorkais sont sympas et qui n'est pas forcément D'accord. vrai, mais c'est juste, on a tellement un a priori négatif. Ils sont méchants, ils sont durs, que si quelqu'un te dit bonjour, tu dis, ah oui, ils sont sympas.
tu vois? C'est mon D'accord, technique. d'accord. Ah, ah bah, oui, oui. Bah, c'est bien, vous faites de l'anti-vente, en fait. Ouais, c'est ça. C'est limite, vous dites aux gens: «Non, venez pas, vous allez être déçus et tout». Comme ça, les gens, ils arrivent et en fait, c'est génial. Alors que nous, à Ouais. Paris, c'est limite l'inverse, tu vois? Nous, on dit, Paris, c'est la plus belle ville du monde, c'est la ville lumière et tout et puis Ouais, après, quand les gens arrivent, ben, voilà, quoi, hein, ils tombent pas tous à Montmartre, hein, tu vois? Donc forcément, il y a des exactement. endroits où voilà et encore, je suis sûr que même Montmartre, il doit y avoir des trucs dégueulasses là-bas. Ouais, bon, déjà, il y a Pigalle juste en bas, donc déjà. C'est ça. Mais bon, je pense que si Paris avait pas cette magie autour de d'elle, tu vois? Je pense qu'il y aurait tu vois, il y aurait peu de stand-uppers, tout ça, ou même de gens qui travaillent classique, de dans un boulot plus classique. Je pense qu'il y aurait pas beaucoup de monde qui voudrait y rester. Là, je pense que les gens restent parce que c'est tellement dur, mais c'est tellement du rêve en même temps. Enfin, je pense que c'est le meilleur et le pire en même temps, tu vois? Mmh. Moi, je pense que Paris et New York se ressemblent beaucoup, là-dessus, en étant, tous les 2 des grands capitaux de culture et je trouve vraiment ils se ressemblent dans le côté dur, tout le monde, bon, en fait, c'est très centralisé, c'est-à-dire qu'il y a tout, tu peux tout trouver à Paris ou à New York et je Mmh. trouve que, du coup, pour, réussir, il faut être, voilà, le meilleur du pays, quoi. C'est vrai que c'est un endroit où on se dit, si tu supportes et si tu te donnes à fond, c'est-à-dire que tu auras des chances, tu réunis toutes les chances pour y arriver, quoi. Parce que c'est là où, il y a de la visibilité à gagner, quoi. Alors que tu C'est peux ça. être le meilleur dans un autre endroit, si tu viens pas à Paris, en France, je veux dire, si tu viens pas à Paris ou si tu fais du stand-up aux États-Unis et tu vas jamais à New York ou à Los Angeles, on va dire, Oui. ça reste très, très difficile, quoi. Donc, je pense que c'est un passage obligatoire, au niveau artistique. Après, au niveau humain, je pense qu'il y a des belles surprises, dans un sens comme dans l'autre, quoi. Ah oui, bah, ça c'est sûr. Mais oui, oui, effectivement, je veux pas dire que tu es obligé d'y vivre ou de vivre toute ta Non, vie, non, mais non. oui, il faut y passer à un moment donné, j'ai l'impression. Voilà, c'est ça. Tu peux et il y a beaucoup d'artistes, qui sont venus à Paris, du coup, pour travailler leur visibilité, tout ça, leur exposition Ouais, et après, une fois qu'ils ont bien cartonné, bah, là, ils repartaient s'installer, peut-être pas en province, mais genre en région parisienne au moins, tu vois? Genre en banlieue, ouais, voire carrément, quitter le coin et aller en province, une fois qu'ils avaient installé vraiment leur visibilité et qu'ils avaient, un public, tu vois, qui les suivait, quoi. Une fois qu'ils avaient défini leur audience, quoi. ouais, complètement. Et c'est pas mal comme idée, en fait, surtout en France où tu peux prendre un TGV, dans 2 heures, tu es vraiment, Mmh. très loin, tu es à l'autre bout de la France maintenant, donc c'est pourquoi pas, quoi? Pourquoi pas Ah, faire ça? Si tu peux remplir l'européen 3 fois par semaine, tu passes la moitié de la semaine à Paris et après, mmh. tu te barres. Ah oui, totalement. Bah, moi, tu vois, je suis à Bordeaux. Le train, tu vois, il met 2 heures et demie entre Bordeaux et Paris. On a de Ouais, plus en plus de Parisiens qui viennent s'installer ici parce que l'immobilier, tu vois, le prix d'une maison ici, c'est le prix d'un paillasson à Paris, tu vois? ouais. Donc, voilà quoi, ils se font plaisir. Ils ont quelque part, ils ont raison, tu vois? Il y en a plein qui disent: «Ouais, les Parisiens, ils viennent nous envahir et tout machin». Très honnêtement, on ferait la même, hein, si on habitait Paris. Si on te disait, pour le quart, même pour le dixième du prix de ta maison, tu peux avoir une maison, à Bordeaux et tu prends le train. C'est-à-dire tu vas mettre, allez, tu vas mettre 15 minutes de plus que ce que tu mettais quand tu habitais à Paris. Bah, C'est vrai. écoute, je crois qu'on signe tous, hein, tu vois? Ouais. Normal. Enfin bref et donc toi, par rapport à cette première anecdote, donc quand tu as du coup bidé, j'imagine, devant ces gens qui mangeaient, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu te donner des conseils ou est-ce qu'il y a eu une petite suite, quelqu'un t'a fait un retour ou? Oui, oui, le gérant du club, je me souviens, il m'a dit: «Jouer dans une autre langue, faire du stand-up dans une autre langue, ça se fait pas» et Il t'a fermé la porte. ça me et j'adore cette expression en français: «Ça se fait pas», parce que du coup, ça m'a juste donné envie de le faire, quoi, tu vois? Ah génial, Heu, c'était un moteur parce pour que toi. c'était un moteur, c'était vraiment un moteur, une espèce de défi qui m'a lancé et c'était pas conscient au moment, tu vois? Mais après ça restait dans ma tête, il y avait vraiment cette phrase: «Ça se fait pas». Parce que du coup, j'ai l'impression on voit la différence entre la mentalité, heu, cliché peut-être entre la France et les États-Unis. C'est ça se fait pas dans la tête d'un Français, ça se traduit en on ne devrait pas le faire. Tandis que si tu dis la même chose, ça se fait pas aux États-Unis, un Américain dirait ah donc on devrait le faire.
Parce que du coup, ça veut dire que ça n'existe pas encore, donc il faut le créer. C'est plus ça n'a pas encore été fait. Toi, tu te dis: «Eh ben, moi, je vais le faire, c'est pas grave, t'inquiète pas, je C'est serai le ça. premier du coup». Voilà, Ouais. c'est un petit peu le côté, pionnier des Américains, quoi. Ouais, exactement. Et tandis que si en français on entend la même chose, ça veut dire que ah non, personne ne le fait, donc du coup je devrais pas Oui, le faire. Tandis qu'au totalement. En contraire, ouais, français, ouais, bah, c'est ça l'expression «ça se fait pas», c'est en gros, ce serait mal vu de le faire ou je sais oui, pas, ce serait, ça se traduit en tu c'est in devrais pas le faire. ouais, c'est interdit, c'est interdit. C'est C'est ça. c'est ça, ça ne se fait pas et est-ce que, du coup après, quand tu as fait ta carrière à Paris, tout ça, tu as eu envie de retourner voir le mec et de lui passer un petit ou de lui passer un petit coup de fil, tu vois? Non, non, pas à ce point-là. Bah, déjà, je pense pas qu'il se souvienne de moi. J'ai fait une fois et j'avais pas forcément une vendetta contre lui ou tu vois, c'est des choses, je les gardais comme défi pour moi, tu vois. Oui, oui, bien Euh, sûr. et non, non, j'ai pas pensé à D'accord. recontacter ce mec-là. Je pense probablement il se souvient pas de moi. Bah, c'est Bon, mais ça, juste, c'était un bon moteur hein, parce que du coup, je suis assez têtu et con. Parce que du coup, je me suis dit non, je vais le faire, je vais le faire. c'est bien. Et ça demande encore pas mal de travail de toujours jouer en français, même si je suis beaucoup plus à l'aise en français aujourd'hui qu'à l'époque. Mmh. Mais ça demande toujours un effort supplémentaire de jouer en français. Bah, bien sûr et ce serait tellement marrant aujourd'hui justement que le mec, vu que le mec se rappelle pas de toi, ce serait trop bien que tu retournes à Toulouse, que tu le cherches et que tu arrives à le trouver et dans la rue, il passe dans la rue comme ça, tu l'attrapes, tu le jettes au sol, le mec il te regarde, il fait: «Qu'est-ce que je vous ai fait?» et tu le regardes et tu lui fais: «Ça se fait pas», tu vois? Et après et le mec il va rien comprendre, il va Ouais. même pas tu sais quoi Seb? Il va même pas aller porter plainte. Qu'est-ce que tu veux qu'il raconte? Ouais, Qu'est-ce que tu veux ouais. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent à la police? Il va rien savoir dire, tu vois? Donc c'est pas grave. Donc franchement, ce serait beau. Moi, je pense que ta meilleure, revanche, c'est justement d'être arrivé là où tu en es aujourd'hui et c'est quand même beau d'avoir su transformer, moi, j'essaye d'avoir cette motivation aussi, tu vois? De transformer les défis ou les gens qui te prennent un petit peu, de haut, tu vois? En moteur Ouais, c'est et important, mais c'est beaucoup plus facile à les dire et je veux pas dire que j'ai pas eu de doute et j'ai de doutes encore aujourd'hui, mais je trouve que il n'y a pas de négativité. Il faut transformer cette négativité ou ces échecs en réussite après. mmh Sinon, justement, on ferait pas cette carrière. Je pense que c'est assez dur et il faut être assez autonome, assez motivé, assez têtu pour mh. continuer à monter sur scène et bider parce qu'on n'arrête pas Oui. de bider parce que Oui, oui. c'est comme ça qu'on s'améliore et du coup, il faut être assez motivé et têtu. Ouais, ouais. Têtu mais dans le bon sens. Non, mais tu as totalement raison parce que c'est ce qui fait qu'on va tenir sur la distance. Parce que si jamais on se laisse arrêter par, un bide, ben, c'est terminé, la carrière, elle va durer, 10 minutes, quoi, c'est tout. C'est le premier passage, tu vois, tu parlais souvent de ça dans ton podcast, tu disais soit c'est le premier passage, ça se passe bien et le deuxième se passe mal, soit c'est les 2 premiers passages et le troisième se passe mal, tu vois? Oui, C'est en général, en règle générale, moi j'ai vécu ça à mon deuxième passage, en règle générale, la deuxième ou la troisième scène, tu te vautres. Donc, oui, si on se laisse arrêter par ça, voilà. Après, tu disais tout à l'heure que tu avais toujours des moments de doute et tout. Mais je pense que ça, c'est au-delà de la langue. Parce que même si tu avais fait du stand-up uniquement en anglais, je pense que le doute, tu l'aurais encore. Parce que le doute fait partie, pas de la langue ou du challenge de jouer dans une autre langue. Ça fait partie du stand-up, en fait. Parce que c'est c'est de la sûr. remise en question et tout. Je pense que si tu avais fait la même carrière aux États-Unis, tu aurais encore des doutes et tu te dirais peut-être je suis pas fait pour ce métier, tout ça. On est un peu, tu vois, on a tous le syndrome de l'imposteur, tu vois? Complètement. Et donc, non, ça, spécifiquement, n'est pas lié forcément à la langue. En général, je suis quelqu'un qui doute et je pense que c'est quelque chose qui peut faire mal de fois, mais en même temps, c'est important. Je pense que en tant que gens qui créent quelque chose, Mmh. qui écrit quelque chose, c'est important de douter. Parce que notre rôle en tant que stand-upper aussi, c'est d'un peu critiquer ou la société ou juste mettre en question au moins, de poser des questions, de douter. Oui, on dit tout ça, mais pourquoi on dit ça? Pourquoi ça devrait être comme ça aujourd'hui, tandis qu'il y a d'autres options? Je pense que c'est très important comme arme, le fait de douter dans notre création, si je peux le dire.
Ouais, non, mais c'est totalement ça. Et puis, je pense que quand tu doutes pas, t'es pas un bon stand-upper, en fait. Quand tu montes sur scène et tu sais, tu vois, tu as une espèce d'arrogance, le public va le sentir, il va pas rire. Toi, tu vas te dire, limite, tu es tellement arrogant que tu vas te dire, c'est eux qui n'ont rien compris à mon art, mon talent, ils ne sont pas dignes de mon talent, tu vois. Ouais. Euh, des trucs comme ça. Et je pense que ce qui nous rend euh, drôle, en fait, et ce qui nous rend accro à la scène, c'est ce doute, justement. Parce que si on n'avait pas le doute, si on savait qu'à chaque fois ça allait marcher, on ne prendrait pas de plaisir. Alors que quand tu doutes, tu te dis peut-être ça va pas prendre et tout, et que tu vois que ça prend, c'est une récompense ultime, tu vois. Ouais, ouais, justement, on est un peu des drogués parce que c'est une drogue dans le sens comme le pari est une drogue. C'est-à-dire que chaque fois, on ne sait pas ce que ça va donner la scène. Et donc, du coup, quand ça marche, tu vois, si tu joues au poker, tu gagnes de milliers d'euros d'un coup. Justement, c'est ça qui est excitant parce que tu sais que tu peux perdre. Mhm. Et donc, justement, c'est cet enjeu-là ce risque qui nous attire. Et quand ça marche, effectivement, c'est un high énorme. Donc, on cherche tout ça, je pense. Ouais, mais c'est sûr, hein. Moi, je le disais, je l'avais dit dans 2 ou 3 épisodes, du podcast, c'est que vraiment, en fait, on endure les lows parce qu'ils sont vraiment très, très durs. Ça fait très, très mal de bider. On a mal physiquement, on a mal au cœur et tout. Quand on bide, on se sent comme le pire des humoristes, comme le pire des êtres humains même. Et ce sont des lows vraiment très, très low, tu vois? Mais comme Ouais. les highs sont très, très high, on se dit: «Je veux bien accepter les lows en recherche des highs», tu vois? Ouais. Heu, en échange, quoi. Vraiment, j'accepte de galérer, de bider, si ça peut me permettre de ressentir ce que j'ai ressenti, tu vois? Voilà, je me rappelle de ton épisode avec Blanche Gardin, Mhm, mhm. c'était avant sa métamorphose vraiment, voilà, c'était avant qu'elle explose vraiment Quel médiatiquement. carton, ouais. Ah ouais, c'était mais déjà on sentait quelque chose, mais on sentait qu'elle avait une souffrance et tout, mais elle avait pas encore réussi à vraiment s'en sortir. Aujourd'hui, j'espère pour elle que c'est derrière elle tout ça, même si je pense que non, parce que c'est un état, qu'elle avait toujours eu un peu, enfin voilà. Et donc elle Mhm. t'expliquait que quand elle jouait, en fait, elle avait ressenti la seule fois où elle a ressenti ce high vraiment, c'était en première partie d'Elysée Moon à l'Olympia. Elle avait joué, 20 minutes et elle avait vraiment kiffé comme pas possible, quoi. Ouais, Et elle a dit, enfin voilà: «Je suis à la recherche de ce truc-là, quoi». ouais. Elle veut retrouver cette sensation et je pense que c'est ce qu'on a tous vécu. On n'a pas tous fait la première partie d'Elysée Moon à l'Olympia, hein, voilà, mais mais ne serait-ce que, tu sais, même jouer dans une pizzeria devant 3 personnes qui sont mortes de rire, qui se tiennent Ouais. le ventre tellement qu'elles ont rigolé, rien que ça, c'est notre Olympia à nous, tu vois? Complètement. Tu n'as pas besoin de jouer devant 1000 personnes pour ressentir ça. Que tu viens de le dire très bien. C'est-à-dire que peu importe si les gens sont morts de rire ou justement, où toi, tu es en forme spécialement, c'est ça qui compte. Et c'est pas le nombre de gens dans la salle. Et effectivement, je pense que quelque part, on est tous des malades, en fait, quelque part, parce qu'on est tous des drogués. On cherche désespérément de retourner à ce high et heureusement on a quand même senti à cette high à un moment donné et c'est effectivement voilà l'épisode avec Blanche elle a très bien dit ça justement c'est un peu triste de nous voir en train de juste chercher ça mais je pense qu'on a régulièrement des petites highs par-ci par-là et je voudrais préciser qu'après cette petite mon premier passage à Toulouse, c'était quand Mmh. même un grand lot, quoi. Tu vois, je dis, là on a fait une énorme ellipse jusqu'à aujourd'hui où je suis intervieweur de spectacle. J'ai une carrière dans le stand-up, mais quand même, plusieurs années après cette date à Toulouse, j'ai rien fait. Je me suis dit effectivement que cette personne avait raison, que ça se fait pas, que j'étais nul et ce ne sera pas possible de jouer en français. Et vu que j'étais à Toulouse, il n'y avait pas beaucoup de public pour quelque chose en anglais à l'époque. Tu vois, donc je me suis dit, OK, je ne le ferai pas. Et c'est qu'après, des années après, quand je suis monté à Paris, que je me suis dit, tiens, maintenant je parle un peu mieux le français, j'ai un peu mieux compris la culture française, je vais remonter. Mais ça a pris quand même longtemps après ce premier beat.
Ouais, mais je comprends. Après, c'est un gros low, c'est sûr, mais la bonne nouvelle, c'est que tu as commencé par le truc le plus dur. Tu as commencé par un bide, en fait. Tu vois, même la première scène, on en parlait tout à l'heure, la première scène qui se passe bien et après, c'est à la deuxième que tu te casses la gueule parce que tu es venu trop en confiance. Et ben, Oui. toi, cette première scène-là, tu ne l'as pas eue, tu vois. Ta première scène qui s'est bien passée, en fait, tu as dû la voir à Boston, vu que tu n'as pas pu la voir ici en France. Quand tu avais commencé là-bas, peut-être que ta première scène, elle s'est passée comme nous, nos premières scènes à nous en français. Voilà, la première fois avec cette fraîcheur, avec ce charme quoi, que tu as sur scène et les gens rient parce que c'est la première fois pour toi, quoi. Oui, exactement. En fait, la première, bon, en fait, c'était pas à Boston, c'était à New York, parce que c'était avant que j'allais à la fac. Je suis allé à la fac à Boston, donc j'avais 17 ans, donc j'étais toujours au lycée Mmh. à New York. Et oui, c'était, en fait, dans un stand-up comedy club à New York, et c'était la première fois, donc j'avais l'énergie, et notamment, j'avais pas mal de mes amis du lycée qui sont venus, donc j'avais énormément de soutien. J'avais, je pense, même mes parents qui étaient dans la salle, qui depuis, j'aime toujours pas de voir mes parents dans la salle, mais euh, il y avait énormément de soutien, donc ça a très bien marché. Et j'avais vraiment, voilà, comme tu viens de dire, j'avais l'énergie du débutant, je voulais défendre mon propos, le fait de monter sur scène, etc. Et donc, ça, c'était mon premier high. Et après, oui, oui, après ça, j'ai eu plein de, plein de lows, même aux États-Unis avant de venir en France. Mais celui à Toulouse est Ah, resté quand même. ah, il était violent, c'est vrai. Ouais, ouais. Ah, mais c'est pas grave, c'est bien que ça t'ait pas découragé, parce qu'il y a des personnes qui vont vivre ça et qui vont se dire: «Mais c'est impossible, je ne peux pas remonter sur scène, c'est pas fait pour moi». Il y en a qui vont vite tirer des conclusions. Toi, tu savais qu'il te fallait un temps d'adaptation, tu as pris du recul et puis tu t'es dit: «C'est sûrement parce que je maîtrise pas encore la langue, je maîtrise pas encore le pays, les références ici, les tenants et les aboutissants d'être en France, quoi». Et donc, bah, en fait, j'ai l'impression que tu as laissé mûrir ça en toi et tu te disais, «Pas encore, pas encore. Bientôt, je remonterai, mais pas tout de suite», tu vois? Oui, donc oui, ça c'est vrai, mais aussi je pense que c'était parce que je n'avais pas d'autre talent. J'avais pas le choix. Oui, bon, bah, écoute, je l'avais dit de façon plus romantique, plus, tu vois, Voilà, plus tu l'as stylée, bien tout ça. vendu. Bah, j'ai essayé de sauver les apparences, tu vois? Voilà, tu as vendu sur la marchandise, tu vois. Moi, je suis Ouais, new-yorkais. ouais. Non, mais c'est quand même beau d'avoir pu revenir, et surtout revenir et t'accrocher et arriver aujourd'hui, comme tu l'as dit, à être intermittent du spectacle. Parce qu'il y a même des personnes, tu vois, après plusieurs années qui vont se dire: «Mais, j'aurais voulu remonter, mais c'est trop tard maintenant, tu vois? Je vais pas y arriver». Toi, tu y es allé, tu es reparti finalement, après être resté, je pense, plusieurs années sans jouer, tu es reparti Oui, quasiment de zéro, quoi. oui, oui. Quand je suis monté à Paris, c'est sûr que je repartais à zéro, bah, D'accord. surtout avec les relations, parce que ouais, comme tu sais, c'est pas qu'une question de blague, c'est aussi une question de connaître les gens qui vont te mettre sur scène, qui vont te donner le petit slot, tu vois, le passage dans Ouais, ouais. un club comme ça, tu peux tester tes blagues. Et donc, mais heureusement, j'étais bien entouré assez rapidement à Paris parce que il y avait à cette époque-là, même il y a 10 ans, il commençait à avoir un petit milieu Mmh. de pas mal de soutien entre les humoristes. Ouais, il y avait Et le Pranzo, tout ça, ouais. il y avait Pranzo à l'époque, il y avait le Chanchman, Mmh. euh, il y avait le Bordel Club, tu vois, donc il y avait quand même un petit milieu des endroits où on pouvait monter sur scène, et donc ça c'était cool, quoi. D'accord et du coup, quand tu es remonté sur scène la première fois à Paris, donc quand tu es reparti de zéro, est-ce que Oui. ça a été un bide ou est-ce que ça va? Est-ce que tu as galéré? Je sais pas si je me souviens de la toute première fois à Paris, mais ouais, assez rapidement, je sais pas si c'était la première ou deuxième fois que j'ai fait à Paris, mais j'ai fait un joli bid aussi devant 300 personnes, je pense. C'était un espèce de plateau. J'ai fait oui, je pense que le deuxième ou troisième fois à Paris. Mais après, c'était en faisant beaucoup oui, le pranzo, le changement, tout ça, que j'ai commencé à m'améliorer, quoi, et rendre mon texte plus fluide et Mmh mh. être plus présent. Et oui, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que au début, même si les gens rigolaient pas, Mmh. ils m'écoutaient parce Ah, que j'étais bizarre. Tu vois, je montais sur scène, j'avais un accent. Déjà, les gens se disaient, est-ce que c'est vrai?
Est-ce que c'est fait exprès d'avoir cet accent? Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose, même si c'était pas forcément de rire, j'avais Ouais. de l'attention, j'étais original au moins. Ah, bah oui, Et je me rends compte que c'est pas négligeable, ça. C'est quand bien même sûr. important d'avoir un truc que tout de suite frappe qui est Mhm. différent, soit dans Oui. ton écriture, soit ton physique, ou je sais pas, mais c'est un avantage quand même, même si c'était Mhm. vraiment pas mon faveur pendant longtemps. Ouais, Là, ouais. je suis arrivé à au moins tourner de temps en temps en avantage. Et ça, c'est cool. D'accord. Non, mais c'est bien parce que, je pense que les gens te voyaient un petit peu, comme étant un humoriste qui va avoir un regard tout neuf sur le pays parce que tu n'as pas grandi ici ni rien. Ils voulaient Mm. écouter cet avis d'une personne étrangère qui va, parler de la France. Donc, c'était ce regard un petit peu extérieur qu'ils voulaient entendre, c'est un peu pareil que nous, tu sais? Enfin, il y a un petit charme en fait, voilà, de: «Oh, tu as vu, c'est même pas sa langue et il fait ça chez nous et tout, c'est bien». C'est un peu comme nous, quand on va jouer en anglais, tu vois? Moi, par exemple, Mhm. j'ai joué que 2 fois dans ma vie en anglais et j'espère pouvoir, le refaire évidemment, c'est juste parce qu'à Bordeaux, il y a rien. J'ai joué une fois en anglais, bah, c'était sur ton plateau d'ailleurs et Ouais. ouais, c'était franchement super. J'ai vraiment tu sais, j'étais très content de jouer sur ton plateau. Mhm. C'était pas toi qui présentais ce soir-là, tu étais déjà sur scène, tu avais confié ça à un autre humoriste et j'avais joué avec Khaldoun Osni. Ah oui. Mhm. J'en profite vraiment, ouais, pour remercier Khaldun parce qu'il m'avait vraiment aidé et tout. J'avais pris un sketch, tu vois? Je faisais une liste d'amis, tu vois? Je faisais la liste des amis qu'on a tous dans nos vies, tu vois? Genre l'ami en retard, l'ami qui t'emprunte de l'argent, l'ami qui a pas de voiture qui compte sur toi parce que tu as le permis, tu vois? Des trucs comme ça et je faisais Mhm. cette liste et c'était le seul truc que je pouvais traduire facilement en anglais. Il y avait pas de jeu de mots, il y avait pas de tu vois? Voilà et donc Ouais. il m'avait aidé et je me rappelle, j'étais très content et d'ailleurs je te remercie, c'est grâce à toi que j'ai pu vivre ça. Ça faisait peut-être 2 ou 3 ans que j'avais pas vraiment pris de «risque» entre guillemets. Je faisais que du sûr et là, vraiment, j'ai retrouvé le frisson. Je me rappelle Khaldun était sur scène et il a dit: «Ouais, c'est tout pour moi et tout» et j'ai senti une peur, quelque chose qui m'a pris dans les tripes comme ça et je me disais: «Mais qu'est-ce que c'est que cette sensation?» et en fait, j'ai reconnu le trac que j'avais avant, tu vois? Oui, oui, oui. Et puis, t'es pas le seul de le dire. J'ai aussi des amis américains, comme Dan Natterman, qui est un Ouais. humoriste américain confirmé. Mais Hein, quand hein. il joue en français, il dit pareil. Il dit que je retrouve la même sensation qu'au début, c'est-à-dire le même trac de qu'est-ce qui va se passer. J'ai zéro contrôle et aucune idée comment ça va se passer. Ce trac qui est aussi excitant, bien sûr, on retrouve quand on joue dans une autre langue, c'est sûr. Oui, bien sûr et ça fait du bien de le retrouver, ça fait peur sur le moment et puis ça fait Oui. du bien de le retrouver et je me suis dit et je pense comme tous les humoristes qui te connaissent et qui sont montés dans une autre langue, je me suis dit: «Je vais voir ce que ça fait d'être Sébastien Marx sur scène». Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Genre, je vais jouer Ouais. dans une langue qui n'est pas la mienne et l'autre jour, j'ai fait autre chose, j'ai été jouer à Barcelone et tout, donc on a joué en français et Ah, cool. il y avait un plateau anglais et il y avait un plateau espagnol. Bah, j'ai fait les Oui. 2, tu vois? Donc Et je suis alors? allé jouer pour la seconde fois de ma vie en anglais et c'était très flippant aussi, mais franchement, j'ai passé un bon moment et Mhm. j'ai joué pour la première fois de ma vie en espagnol et Oh l'espagnol, là je là. maîtrise beaucoup moins que l'anglais. Déjà l'anglais, je maîtrise pas, je suis pas bilingue, hein Ouais, et l'espagnol, c'est encore pire et ouais. vraiment, c'était un frisson encore plus fort que celui de l'anglais. C'est ma troisième langue et tout, donc c'est dur parce que j'ai fait plus d'espagnol si on compte le nombre d'heures, au lycée, au collège. J'ai fait plus d'heures d'espagnol, mais Oui, l'anglais, j'en prends toute la journée avec Netflix et tout, tu vois? ouais. Voilà, donc j'ai plus de facilité en anglais. L'espagnol, je le parle que quand je vais au Maroc, tu vois? Quand on part au Mhm. Maroc, on passe par l'Espagne et il y a que là que je parle espagnol, quoi. L'anglais, je le parle tu sais, moi, je suis chauffeur de bus à Bordeaux et l'anglais, je le parle, avec les clients qui viennent, qui arrivent à l'aéroport et tout ou qui arrivent à la gare et ils me parlent en anglais directement. Donc l'anglais, je le pratique, plus souvent, beaucoup plus souvent et c'était marrant cette scène en espagnol d'ailleurs parce que c'était ma première. Il l'avait bien annoncé et tout et je suis tombé sur un heckler. Tu vois? Oh là là, ok. Ouais, quel connard, quand même. Je me suis fait heckler en espagnol, tu vois? Ouais. Et je lui ai Tu savais dit, ce qu'il a dit? bah, je comprenais à peu près, tu Oui. vois? Et je lui ai dit: «Je peux même pas te répondre». Tu sais, la seule chose j'avais préparé ça et encore préparé, tu vas très vite comprendre qu'il y avait vraiment pas de préparation, mais je me suis dit: «Si jamais je me fais vanner par quelqu'un, je vais lui dire ça» et je lui ai dit en gros, je lui ai dit: «Je parle pas bien espagnol, c'est-à-dire je peux même pas te répondre, je suis comme un bébé face à un camion».
Tu vois? Je sais même pas si ça veut dire quelque chose cette image, tu vois? Mais C'est très drôle l'image. mais c'est le seul truc que j'avais à ce moment-là et il a pas arrêté. Le seul truc que j'ai trouvé et le public m'a applaudi, c'est que j'ai dit en espagnol: «Est-ce que quelqu'un peut le tuer?» Tu vois? «Est-ce que quelqu'un peut le buter?» Et ils ont rigolé, tu vois? Parce qu'ils ont compris que le mec, il me gênait et après un moment, je lui dis: Ouais, «Oh», je lui dis: «Je suis en train de mourir sur scène là», tu vois? Je lui ouais. dis: «Estoy muriendo». J'ai fait ça. Tu imagines? J'étais en et dans ma tête à ce moment-là, j'étais en mode: «Mais mon Dieu, ça fait tellement longtemps que je me suis pas senti en danger comme ça», tu Ouais, vois? panique, ouais, c'est de panique totale, quoi. Ouais, mais c'est Le seul arme qu'on a sur scène, c'est les mots. Et quand, mmh, quand tu n'as pas ça, en fait, oui, ça m'arrive aujourd'hui plein de fois où quelqu'un dans le public me parle en français et je comprends pas. Des fois parce mmh, que c'est loin, disons que si c'est le fond de la salle, quelqu'un crie quelque chose et j'entends pas et j'ai quoi? Et le problème quand tu dis quoi, c'est il y a 5 personnes qui répètent la même chose en même temps, tu vois? Et donc, c'est ah, encore plus dur de comprendre 5 personnes qui essaient de te dire le même mot et je peux vraiment tout perdre, tu vois? Il n'y a rien de pire d'être un humoriste sur scène dans une position faible. Quand tu dis quoi, j'ai pas compris, et les gens autour de mmh, la personne qui a créé la chose commencent à ouais, rigoler, et donc du coup, tu les as perdus, quoi. ouais, tu as perdu ton aura en fait, parce que quand tu es sur Et le scène avec le pouvoir. micro, voilà, tu as une aura de contrôle et là, tu as perdu le contrôle, ça y est, c'est terminé, la soirée, elle est plus à toi maintenant. C'est ça. C'est comme un prof devant des élèves Mmh et mh. un qui crie quelque chose et tous les élèves rigolent et le prof peut même pas condamner la personne parce qu'il n'a même pas compris ce que l'élève a dit. Tu vois, donc C'est ça, c'est ça. Eh beh, oui, oui et puis, notre apprentissage, il va durer encore longtemps. On va encore prendre beaucoup de bides et beaucoup de bah galères. oui. Merci beaucoup, Sébastien, en tout cas, pour ces belles anecdotes et ces réflexions sur le stand-up. Merci d'avoir parlé de ton parcours également et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Je suis un peu partout, YouTube, Facebook, Instagram. Je OK. pense, tu tapes mon nom, tu vas me trouver. C'est Sébastien, I-A-N à la fin. D'accord, OK et C'est pas Sébastien à la française, c'est Sébastien. c'est ça, Sébastien, oui et tu as Twitter aussi? Je suis aussi sur Twitter, OK. effectivement. Eh beh, parfait, bah, je mettrai les liens vers Facebook, Twitter, YouTube et Instagram. Merci Merci. beaucoup, avec grand plaisir, merci à toi et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Tahi, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.